C'est une rencontre qu'elle attend depuis si longtemps. Et mine de rien, c'est dans un quart d'heure, 20 minutes qu'ils arrivent. Mon cœur s'accélère. Nadine s'apprête à remplir une mission confiée par son mari, un soldat de l'armée française, en opération à l'étranger. Il lui a demandé d'aller chercher à l'aéroport son interprète afghan, qui a risqué sa vie à ses côtés. Je réalise le rêve de mon mari. Ils avaient créé un lien entre eux qu'on ne pouvait pas rompre comme ça. Donc il va se renouer, c'est formidable, quoi, voilà. On est heureux. La gorge nouée, à l'idée de réparer enfin ce qu'elle considère être une injustice. Depuis 4 ans, avec son mari, ils se battent pour faire venir l'interprète en France. Et ce jour est enfin arrivé. Pour des raisons de sûreté, Il me grille. demandons à la personne ayant oublié une valise. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Vous allez bien? Ce sont les premiers pas d'Arifoula, 30 ans, sur le sol français. Pendant la guerre, en Afghanistan, il a accompagné les forces françaises. Patrouille, checkpoint, combat. Il était de toutes les situations, au péril de sa vie. Quand l'armée française est partie, elle l'a remercié, en saluant sa bravoure. Mais retourné à la vie civile à Kaboul, Arifoula est rapidement menacé de mort par les talibans. Pour avoir collaboré avec les Français, il est considéré comme un traître. Depuis 4 ans, il vit dans la peur d'être assassiné. En arrivant en France, il se sent enfin en sécurité. C'est fini, on n'est plus caché, on n'est plus au danger, on vit en sécurité. Donc c'est une nouvelle vie pour moi, pour mes petits-enfants, pour ma femme. Donc c'est un jour qu'on attendait depuis 4 ans en fait. Donc j'espère que normalement tout est changé pour nous. Il fallait qu'il vienne en France. Qu'il ait tout. Tu étais méritant, tout. Donc il n'y a pas de raison que tu ne sois pas avec nous. Ma grande-fille, Dunia. Arifoula fait partie des 228 Afghans que la France a rapatriés avec leur famille. « 228 sur les 800 travailleurs que l'armée française a recrutés en Afghanistan entre 2001 et 2014. Des magasiniers, des ouvriers, mais surtout 550 interprètes, parfois exposés en première ligne. Aujourd'hui, ceux qui sont restés en Afghanistan craignent pour leur vie. Ils appellent la France à l'aide. Ils se sentent abandonnés, trahis par le pays qu'ils ont servi. À Kaboul, ces anciens combattants sont devenus des cibles. Ils vivent le plus discrètement possible, dans la crainte d'être retrouvés par les talibans. Leur passé a fait d'eux des fantômes. L'un d'entre eux nous a tout de même invités chez lui, à la condition que nous prenions certaines précautions. Il habite dans un quartier où les étrangers passent difficilement inaperçus. Baisse ta caméra. Notre traductrice afghane nous rappelle les consignes. Il faut que vous sortiez vite et cachez votre visage pour que personne ne vous voie. Il ne faut pas que ses voisins apprennent qu'il est toujours en contact avec les Occidentaux. Il s'appelle Adib, il a 33 ans.
Je me sens pas bien, je me sens que je suis isolé, je me sens comme un prisonnier dans ma maison, dans mon pays, parce que je n'ai pas la liberté. Adib sort le moins possible de chez lui. Il vit enfermé entre les 4 murs de son appartement avec sa femme et leurs 3 enfants. Après sa mission avec l'armée, Adib n'a jamais pu retrouver d'emploi fixe. Il ne vit plus que de quelques heures d'enseignement de français. Sa femme, Zahara, a dû quitter son travail de comptable. Elle était accusée d'être une femme d'infidèle. Tout le monde dans le quartier pense que nous sommes des espions. Ils nous appellent comme ça désormais. C'est pour ça qu'on a tout le temps peur et que l'on s'inquiète. Avant, je travaillais, mais j'ai dû quitter mon boulot. Et là, je suis femme au foyer. Je passe mon temps à la maison. J'ai perdu toute ma liberté. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas continuer mes études. Je ne peux pas aller chez des amis. Bref, je ne suis plus libre. Je suis tout le temps enfermée ici. Et j'ai peur du jour où ils vont venir nous attaquer. Quand j'ai commencé avec le français, je ne pense pas qu'un jour on peut être dans une mauvaise situation comme ça. En 2011, Adib étudie Victor Hugo et Albert Camus lorsqu'il apprend que l'armée recrute des interprètes. Il a 25 ans et l'envie lui aussi de chasser les talibans de l'Afghanistan. Son bon niveau de français lui a permis d'être embauché rapidement. Il a précieusement conservé ses fiches de salaire au nom de la France. Ça, c'est mon badge. Vous marquez ici interprète, vous voyez? Interprète d'Adib. Ça, c'est mon fiche de salaire. Voilà, c'est un... Salaire de juillet 2011, c'est combien? Oui, 750. C'est un bon salaire? C'est aussi oui, pour nous, c'est un bon salaire. Adib était l'interprète particulier du commandant de camp de Nijrab, jusqu'au jour où les talibans ont menacé sa famille. Terrorisé, après 6 mois de collaboration, il a demandé un visa pour se réfugier en France. Mais à 3 reprises, il lui a été refusé. Et il ne comprend toujours pas pourquoi. On a accepté la menace et le risque de mourir. Et donc maintenant, nous avons une demande de sauver notre vie. On demande par l'administration de France qui nous aide. Aujourd'hui, c'est toute la vie de la famille qui semble en suspens. Ali, 5 ans, devrait entrer à l'école à la rentrée prochaine. Mais Adib a trop peur de l'y envoyer. Adib sait que les talibans s'en prennent aux familles des anciens employés de l'armée française. C'est ce qu'il s'est passé pour Ashraf. Lui aussi a été traducteur pour la France. Pour nous rencontrer à Kaboul, il a pris des risques. Il a emprunté l'une des routes les plus dangereuses du pays. Les talibans y contrôlent de nombreux checkpoints. Là, dans ce sac, il y a tous mes documents. Il y a toutes les preuves de mon travail avec l'armée française. S'ils me capturent avec ces documents, ils vont me tuer. Ashraf a travaillé 4 ans pour les soldats français. Il était au plus près du front, au contact de l'ennemi. Là, c'est moi. Là, il y a un médecin. Là, un capitaine. Sur cette photo, Ashraf porte secours à un soldat blessé alors que son unité venait d'être prise en embuscade. Aux côtés des militaires français, il a effectué des patrouilles, traqué des talibans, essuyé des tirs ennemis. J'étais heureux et fier d'aider les Français. J'étais un soldat, un guerrier. La mission était difficile, dans une région très dangereuse. On risquait nos vies. Un soldat presque comme un autre.
jusqu'au départ des troupes françaises. Pour les talibans, c'est l'heure des représailles. Ashraf affirme qu'en juillet 2016, ils ont assassiné son frère. C'était pas seulement mon frère, c'était aussi mon meilleur ami. Je ne l'oublierai jamais, car il a sacrifié sa vie pour moi. Il est allé dans mon village pour rendre visite à nos parents. Tard dans la nuit, des talibans sont arrivés. Ils étaient 40. Ils ont encerclé le village et notre maison. Lorsqu'ils ont trouvé mon frère, ils ont commencé à le frapper pour qu'il leur donne mon adresse. Comment l'ont-ils tué? En le frappant et en lui tirant dessus. Les talibans l'ont tué sous les yeux de mes parents. Et ensuite, ils leur ont dit « Nous trouverons votre fils où qu'il soit, nous le chercherons dans tous les recoins de l'Afghanistan, parce que nous avons les preuves qu'il a travaillé avec l'armée française. » Ashraf est écœuré par ce qu'il appelle l'ingratitude de la France. J'ai travaillé pour les forces françaises et j'ai mis ma vie en danger pour eux. Et ils me laissent tomber ici. Alors qui est responsable de ça? Qui? L'armée française, le gouvernement français. Je les ai aidés et je suis encore ici. J'ai perdu mon frère. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec l'armée française. Ravagé par le chagrin et la culpabilité, Ashraf se demande à quoi ont servi ces 18 années de guerre. Il s'est battu pour amener la paix dans son pays. Mais chaque jour, l'Afghanistan sombre un peu plus dans la violence. Kaboul est une ville barricadée. Sous tension permanente, frappée régulièrement par les attentats. Depuis le début du conflit, 2018 a été dans le pays l'année la plus meurtrière pour les civils. Les talibans n'ont jamais semblé aussi proches de reprendre le pouvoir. Les anciens interprètes savent qu'ils risquent d'être leur première victime. Pour eux, il y a urgence à fuir le pays. Adib est leur chef de file. Il leur a donné rendez-vous dans ce restaurant placé sous haute protection. Des gardes armés contrôlent tous les clients. On a choisi un lieu plus sécurisé parce que la plupart de mes collègues, ils ont peur des menaces, des insurgés, etc. C'est pour cela que toujours il me demande qu'Adib, s'il y a un lieu sécur, on peut venir. S'il n'est pas un lieu sécur, on ne peut pas réunir, on ne peut pas venir. Ce qui les réunit aujourd'hui, le sentiment d'avoir été trahis par la patrie des droits de l'homme, d'être les victimes d'une injustice. Certains de leurs anciens collègues ont obtenu leur visa, mais pas eux. Pourquoi? Tous ont pourtant rempli un formulaire très détaillé, fourni par l'administration française. Ça, c'est un questionnaire qui a diffusé par le ministère de l'Intérieur. Une trentaine de questions. État de service avec l'armée, projet professionnel en France, connaissance de la langue. Au formulaire, ils ont joint leur contrat de travail, signé à l'époque avec le ministère de la Défense. Et même les photos, attestant de leur engagement sur le terrain. Pourtant, ils n'ont pas été retenus. Et personne ne leur a dit pourquoi. Quelqu'un qui m'a recommandé pour travailler avec les Français, maintenant il est en France. Et aussi quelqu'un que j'ai recommandé pour travailler avec les Français, maintenant ils sont en France, mais je reste encore en Afghanistan. Ça, c'est qui est un peu choquant pour moi, ça, c'est une question pour moi. Ça, c'est quelque chose qui toujours me punit. Que je me sens une punition dans mon corps. Pourquoi? C'est quoi mon faute, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je m'immole devant l'ambassade de France à Kaboul? Je n'en peux plus. Vous vous sentez comment? Je me sens très mal. Je supplie le gouvernement français, s'il vous plaît, sortez-nous de là. C'est notre dernière chance. La prochaine fois qu'un membre de ma famille sera capturé par les talibans et qu'ils me menaceront, je n'aurai pas le choix. Je vais devoir me rendre. Et alors à ce moment-là, ce sera vraiment une honte pour le gouvernement français.
Ashraf se sent méprisé par la France, mais pas par ses soldats, avec lesquels il a gardé contact. Bonjour, capitaine. Il est encore soutenu par 4 gradés de l'armée française qui l'appellent régulièrement. Dès que tu as des nouvelles, n'hésite pas, envoie-moi un mail ou un texto. Peut-être qu'un jour, si j'ai de la chance et que je vais en France, je te verrai là-bas. Comme on dit en français, on croise les doigts. Ok, à bientôt. Comme beaucoup d'autres, Ashraf garde l'espoir que la France lui tende un jour la main. C'est ce qu'espère aussi l'officier français qui suit ses démarches. Il a accepté de nous parler, quelque part en France. Mais de façon anonyme, par devoir de réserve et par peur d'une sanction. Ça fait mal au cœur de voir quelqu'un qui est en Afghanistan, avec qui on a travaillé et qui se retrouve en danger alors qu'il a pris des risques avec nous. On a été pris sous un tir de mortier, une fois il était avec nous. Après on a été pris à partie à plusieurs reprises avec des armes légères. On est passé pas loin de mines aussi, de mines artisanales, donc il était là à chaque fois, oui. C'est des moments de vie qui sont intenses, hein. C'est des situations terribles, quelque part. Pourquoi intense? Parce qu'au claquement de doigts, on peut disparaître. C'est important de faire confiance à son interprète quand on est... C'est essentiel, parce qu'on part en mission de combat avec eux et qu'il faut être confiant. Et il ne faut pas que ce soit quelqu'un qu'on est à côté de nous et qu'on ait une crainte qui puisse se retourner contre vous. Ce militaire se sent aujourd'hui impuissant. Je suis déçu que l'État français n'ait pas réussi à les rapatrier de manière plus rapide et que la procédure soit aussi compliquée. C'est dommage, c'est du gâchis. Le jour où elle a découvert toute cette histoire dans la presse, Caroline Decroix a éprouvé un sentiment de honte pour son pays. Le sort de ses anciens interprètes afghans l'a bouleversée. Cette juriste de 38 ans a décidé de se battre pour eux. Je pense que je n'imaginais pas combien ça allait prendre d'importance dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, ils sont quasiment... oui, c'est ma deuxième vie. Depuis, ils sont mes nuits, mes week-ends et mes vacances. Tant qu'ils auront besoin, je serai là. De toute façon, voilà, je me suis engagée, j'irai au bout. Je peux pas les laisser tomber. Caroline conseille bénévolement 150 Afghans qui n'ont pas réussi à obtenir leur visa. Elle est même allée à Kaboul en juillet dernier pour les rencontrer. Là-bas, elle a rencontré Adib. Elle a aidé les interprètes à remplir leur dossier. Elle est revenue avec une conviction. La France leur doit au moins une explication. Tout ce que je veux dans cette affaire, c'est que chaque personne qui demande une protection, elle ait une réponse. Qu'on lui dise oui ou non, qu'on lui dise pourquoi, qu'on fasse comme si elle n'existe pas, comme si elle n'existe pas. Parce qu'en France, quand on demande une protection, quand on fait valoir un droit, on a une réponse. Voilà, c'est ça c'est un état de droit. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est inacceptable. Depuis 2 ans, Caroline Decroix attaque l'État en justice, au tribunal administratif. Sa stratégie ? Faire reconnaître ces interprètes afghans comme des fonctionnaires français auxquels la France doit protection. À 12 reprises, elle est parvenue à faire condamner l'État. Depuis des années, ils traînent des pieds pour essayer de protéger ces gens-là. Ils attendent d'être condamnés moult fois en justice pour réagir. Tout ça, pourquoi leur faire entendre raison? Depuis le départ, ils auraient dû travailler ce dossier. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on fasse tout ça? Elle s'interroge. La France a-t-elle sciemment abandonné des hommes en danger? A-t-elle tout fait pour en rapatrier le moins possible? C'est la conviction de ces 2 journalistes. En 2 ans d'enquête, ils ont eu accès à des centaines de mails confidentiels échangés au sein de l'ambassade de France à Kaboul. La lecture de son dossier, on n'est pas convaincu. Ils ont découvert que la France a d'abord en 2012 établi un quota. 70 visas seraient délivrés aux anciens travailleurs afghans. Dès le début, on sent qu'il y a une défiance envers ces hommes qui ont travaillé pour nos forces françaises. On les considère comme des migrants, comme des gens qui en fait, vont agiter leur CV
et leur état de service avec l'armée pour en fait bénéficier d'un visa pour la France et de bénéficier d'une vie meilleure en France. Aujourd'hui, cette problématique, elle est mondiale. C'est comment une armée étrangère doit se comporter vis-à-vis de ceux qui l'aident sur un terrain étranger. Et ça, c'est une question que toutes les armées du monde doivent se poser aujourd'hui. En 2015 et en 2018, la France organise 2 nouvelles campagnes de rapatriement. Au total, 228 visas sont délivrés. Pour ces journalistes, c'est peu. C'est le mauvais élève de l'Europe. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si on compare par exemple avec l'Allemagne qui avait un contingent d'auxiliaires afghans qui était à peu près équivalent, l'Allemagne en a rapatrié 760. 760 interprètes, donc 4 fois plus que la France. Ensuite, la comparaison avec les États-Unis, elle est compliquée à faire en termes de chiffres puisque le contingent militaire était plus de 10 fois supérieur. Mais les critères américains sont beaucoup plus objectifs et beaucoup plus transparents que les nôtres. Ce qui fait que oui, la France fait clairement figure de mauvais élève par rapport aux autres pays de la coalition. Par exemple, les Portugais qui avaient un tout petit contingent ont eux carrément rapatrié leurs serveurs parce qu'ils avaient un bar au sein de leur base militaire. Donc certains pays européens ont été beaucoup plus généreux, oui. Quels sont les critères de la France ? Le ministère des Affaires étrangères, chargé de délivrer les visas, refuse de répondre à nos questions. Tout comme le ministère des Armées, dont dépendent ces anciens employés afghans. C'est donc lors d'une conférence de presse, pour la mixité dans les armées, que nous posons tout de même nos questions à la ministre Florence Parly. Qui déclineront dans le cadre de ce plan mixité. Merci. Bonjour Madame la Ministre. J'ai une question pour l'émission Envoyé spécial de France 2 qui concerne le sort des anciens interprètes qui ont travaillé pour l'armée française en Afghanistan. Il y a encore des hommes qu'on allait rencontrer pas plus tard que la semaine dernière en Afghanistan. Certains sont dans des situations de détresse extrême. Ils n'ont pas été retenus dans la dernière procédure de rapatriement. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que la France n'a pas un devoir moral envers ces hommes ? Je ne peux pas l'expliquer au cas par cas, puisque par définition, je ne connais pas les situations. Mais ce que je peux dire, c'est que l'examen qui a été réalisé des demandes qui ont été formulées à la fin de l'année 2018 tient compte d'un certain nombre de critères. Et je suppose que les personnes qui n'ont pas pu être admises ne remplissaient pas tous les critères. Justement, c'est des critères qu'ils ne connaissent pas. La plupart d'entre eux, ils sont environ une centaine encore en Afghanistan, n'ont pas de réponse de la France. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de motivation du refus de leur demande. Et parfois, ils ont travaillé 4 ans pour l'armée française. On a rencontré un homme... Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Simplement, ce que je peux dire, c'est que si ceux-ci n'ont pas été retenus, c'est qu'il doit y avoir des raisons sérieuses. Alors maintenant, je ne connais pas dans le détail la manière dont ces actes, ces réponses sont motivées, mais je vous invite peut-être à poser cette question en marge de cette conférence de presse afin que nous puissions y répondre de manière plus approfondie. Si on peut en discuter après, ce serait formidable. Merci. Merci. Finalement, pas d'interview filmée. Excusez-moi, on peut discuter 5 minutes du coup ? Quelques questions ? D'accord ? Bonjour. Bonjour. Attendez, on peut revenir dans 2 minutes. Moi, je ne vais pas faire ça devant un micro. C'est un échange. La ministre accepte seulement un entretien hors caméra. Elle évoque des impératifs de sécurité nationale et des visas qui seraient refusés au moindre doute. Face à l'attitude de la France, en désespoir de cause, certains interprètes afghans décident de rejoindre clandestinement le pays pour lequel ils se sont battus. À 31 ans, Bassir est un homme abîmé, épuisé. Il est passé par l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Allemagne. Il a payé des passeurs 5 000 € pour rejoindre la France par ses propres moyens. Après avoir fait la guerre aux côtés des soldats français, il est aujourd'hui SDF à Paris. Je suis fatigué. J'ai pas de logement. Un jour je suis ici, un autre ailleurs. C'est pas normal. Bassir a quitté son pays en 2015, après que la France lui a refusé un visa pour la seconde fois. Le début de son long périple chaotique. Lorsqu'il arrive en France en mai 2017, il doit dormir dehors. À ce moment-là,
Je n'avais pas encore de tente, il faisait froid. Mon père m'a téléphoné et quand ma mère a compris que je dormais dans la rue, elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit « Toi, tu dors dans la rue ?» Au temps où il servait la France, Bassir n'aurait jamais imaginé qu'il se retrouverait 7 ans plus tard sous l'un de ces ponts. Lui aussi a participé à des missions dangereuses avec les forces françaises dans la vallée de la Kapisa de 2011 à 2012. C'est lui sur ces images, les cheveux longs. Un travail récompensé par cette carte officielle d'ancien combattant et même cette médaille. Un homme décoré, mais sans papier. Vous appelez ça un accueil? Ça, là? J'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Je m'étais dit que j'allais venir en France parce que j'ai travaillé avec l'armée française. J'ai mes contrats, mes lettres de recommandation, je vais leur montrer, ils vont me protéger. Ils vont pas me laisser à la rue. Et maintenant, je me rends compte que j'avais tort. Bassir a déposé une demande d'asile. En attendant, il lutte chaque jour pour survivre. Bassir prend des cours de français dans une association. Ok, bonjour à tous déjà. Est-ce que vous me comprenez tous quand je parle français? Donc, un château, c'est masculin. Tu l'écris à côté, Bassir? Toi, t'écris pas trop à côté, je vois pas grand-chose là. Là, tu mets une maison. Là, tu mets un tramway. Là, tu mets le travail. Et tramway... Comment ça se passe? Comment ça se passe? Les cours? C'est cool. Oui. C'est magnifique. Super. Super. Oui. Bonne nuit. À l'autre bout de la France. Ça va? Oui, ça va. Dounia, 3 ans, prononce elle aussi ses premiers mots en français. C'est la fille d'Arifoula, l'interprète qui est arrivée à l'aéroport 2 mois plus tôt. Sa famille a emménagé dans cet appartement au Mans. Un logement social mis à disposition par l'État. Il pourra travailler lorsqu'il aura reçu son titre de séjour. Nous, on commence de zéro. De zéro. Et je suis content. Et vous pensez parfois à ceux qui sont restés là-bas? On dit on était dans le même bateau. Donc, il y en a qui sont sauvés, il y en a qui sont encore dans l'eau en train de mourir. J'espère que ça va vite changer pour eux aussi. Parmi les naufragés, Ashraf, lui, est toujours à Kaboul. Lorsque nous l'avons quitté, il nous a fait part d'un immense regret. Celui d'avoir un jour risqué sa vie pour la France.